Bonjour tout le monde. Donc, on continue notre série d'exercices, ce qui permettra de revoir implicitement le cours et son contenu avant d'entamer le test qui aura lieu mardi prochain. Donc, j'ai dit que le test, il est en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se fait sur liaison directe sur Internet. Donc, juste pour les détails, il faudrait avoir, parce que c'est des documents à partir de Google, donc automatiquement, il faut avoir un compte Gmail, donc, ce qui vous permettra d'accéder aux documents que je partagerai le jour du test. Et donc, à partir du moment du partage, donc, il va y avoir toute la durée du test à la fin. Quand je déclare la fin de l'examen, ça veut dire qu'il faut remettre le document. Donc, comment remettre le document? Il y a juste un bouton envoyer, donc, sur lequel il faut cliquer, ce qui permettra de valider le test, votre test, et donc que je pourrai récupérer et corriger par la suite. Donc, si vous ne remettez pas votre document, c'est la même chose que si vous faites un examen et vous ne remettez pas votre copie. Donc, le test, il va se dérouler en ligne et la durée, c'est 1 heure, donc il est largement normalement suffisante pour avoir le document et donner les solutions qu'il faut pour le test. Donc, détail à respecter, c'est d'avoir le compte Gmail, donc ce qui permettra de partager le document et de récupérer par la suite ce document pour pouvoir le corriger. Donc, je clôt cette parenthèse et pour maintenant la suite de cette série. Donc, on continue toujours sur la suite des exercices. Question? Pardon? Oui. Pardon. Si par hasard quelqu'un تروح له الانترنت ولا كاين un moyen باش نعاودو نبعثوه لك كي تولي الانترنت؟ Oui, parce que le problème, c'est tu peux le récupérer. Des fois, il y a des petits problèmes techniques du style quelqu'un qui peut se tromper, valider, et ensuite, quand il a une nouvelle connexion, le système considère qu'il s'est déjà connecté, il a déjà validé son truc. Donc, quand il essaie d'envoyer une deuxième fois, il ne peut pas envoyer. Alors, c'est pour cette raison que dès que tu reçois l'Internet sur place, donc moi, je vais ouvrir le document et j'ouvre aussi Zoom en même temps. Donc, si quelqu'un essaie d'envoyer, le système lui dit que c'est bon, tu as déjà envoyé, ça veut dire qu'il n'arrive pas à le valider. Il suffit de m'envoyer juste un petit exemple, un petit message. Donc, je pourrais régler ce problème technique. Pourquoi? Parce que le système considère qu'il a déjà validé, donc il suffit d'enlever dans la liste des gens qui sont envoyés, donc j'enlève son nom et donc ça permettra qu'il puisse envoyer une deuxième fois. Et l'envoi, ça se fait sur place, hein. C'est pas 2 heures après, ni le lendemain, ni quoi que ce soit. Donc, au cours de l'examen, donc s'il y a un pépin, ma séance Zoom, elle sera en parallèle ouverte, et donc si quelqu'un a un petit problème, il peut l'envoyer. Mais si l'étudiant n'envoie pas son examen le jour J, il est considéré comme absent à l'examen. Donc il faudrait que automatiquement envoyer le document le jour de l'examen. Donc ne pas attendre l'après-midi ni le lendemain. Donc attendre le lendemain après l'après-midi, ça ne donne rien. Je dis oui, il faut avoir le compte Gmail, ce qui permettra de pouvoir accéder aux documents, parce que c'est des documents qui font partie de Google, Gmail et le compte recommandé pour ça. Et ça permettra par la suite, parce que dans le système, une fois corrigé, je peux envoyer les notes individuellement à chaque étudiant, puisque c'est la différence par rapport au présentiel, c'est vous avez le présentiel, vous remettez les documents, les notes, vous allez les recevoir quand
je distribue les copies. Donc, avec ça, un moyen qui est fait, c'est le document que je corrige. Je pourrais renvoyer la réponse individuelle à chacun. Donc, chacun peut avoir sa copie avec noté, etc., et voir ses erreurs. Donc, il pourra revoir sa copie et revoir éventuellement ses erreurs. Donc, ça, c'est la différence avec le mode online et le mode présentiel. Donc ça, c'est pour le test. Donc, on continue notre série d'exercices. Donc, la première question, que signifie path? Comment récupérer sa valeur? Donc, ça, c'est purement une question qui est liée au cours. Marabat, chemin, ça veut dire quoi? Donc, ce n'est pas une traduction latérale. Hein. On a donné son sens. C'est vrai que c'est un chemin, mais un chemin qui sert à quoi? Donc, il faut donner la définition telle qu'on l'a donnée dans le cours. Baraka, tu me dis chemin de la commande. C'est pas vraiment ça la réponse. La réponse, elle est plus précise que ça. C'est quoi le chemin? C'est quoi le path? Chemin de fichier? Non, c'est pas un chemin de fichier. Ça veut dire que vous ne revoyez pas vos cours, c'est ça ce que ça veut dire. J'ai donné la définition exacte de chemin, de path. J'ai dit, c'est le chemin qui est spécifié au shell qui lui permettra de voir où est-ce qu'il faut chercher la commande ou le fichier script, si c'est un fichier script. Donc, automatiquement, ça lui donne tous les chemins là où il va chercher la commande pour pouvoir la trouver et ensuite l'exécuter. Et donc là, c'est par rapport à l'arborescence, il y a un ensemble de chemins qui sont définis et qui permettent au shell, parce que le shell en général par défaut, il va chercher dans le répertoire courant. Donc s'il ne trouve pas dans le répertoire courant, il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs où? Grâce au path qui permet de lui spécifier quels sont les chemins où il va chercher la commande pour pouvoir l'exécuter. Et la deuxième partie de la question, comment récupérer sa valeur? Ce n'est pas PWD. PWD, c'est le répertoire courant de travail. Path, c'est une variable, j'avais dit, du shell. Et donc, il suffit de la récupérer juste par $path ou bien echo $path, donc ce qui permettra effectivement de récupérer l'information de ce path. Donc, voici la réponse. Donc, path est une variable shell, donc il ne faut pas oublier, qui contient la liste des répertoires où le shell fera sa recherche pour localiser une commande et pouvoir l'exécuter par la suite. Donc ça, c'est la réponse qu'il fallait mettre. Alors, ensuite, donc pour récupérer, il suffit d'avoir echo $path, ça permettra d'afficher cette valeur. Donc $path, c'est le moyen qui permet de récupérer cette valeur. Question suivante. Si vous mettez la commande suivante, mkdir foo, mais elle ne crée pas de répertoire, à votre avis, quelles sont les raisons? Donnez au moins 3 raisons valables. Il existe déjà. Qu'est-ce qui existe déjà? Un répertoire sous le nom foo. Ah, ça, c'est une raison. J'ai dit donner au moins 3. Donc, c'est important, quand vous lisez les questions, il faut bien lire les questions pour répondre exactement à ce qui est demandé à la question. Donc, ici, dans la question, on vous donne de donner au moins 3 raisons. Donc, la première, c'est quoi? C'est que le répertoire existe déjà. Et donc, automatiquement, on ne peut pas créer un autre répertoire qui porte, je dirais, le même nom. Donc, ce qui est normal. Alors,
Deuxième raison. Il existe aussi un fichier de même nom, ce qui est logique. Donc, il y a un fichier, ce n'est pas un répertoire, mais c'est un fichier, mais on ne peut pas avoir, parce qu'un répertoire ou un fichier, c'est toujours un fichier au sens large. Et donc, chaque fichier a un nom unique. Donc, on ne peut pas avoir... Troisième, effectivement, c'est les droits d'accès. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'accès, le droit de créer un répertoire dans le répertoire courant. Donc ça, c'est une raison aussi valable qui existe. On peut avoir aussi le problème de stockage, puisqu'on ne l'a pas vu jusqu'à présent, c'est pour ça que je ne veux pas en parler. Donc, voici les trois motifs qui peuvent donner lieu à cette situation, c'est-à-dire on ne peut pas créer le répertoire. Pourquoi? Parce que le répertoire existe déjà, ou bien il y a un fichier ordinaire qui porte le même nom, ou bien l'utilisateur n'a pas le droit de le créer, c'est-à-dire il n'a pas les droits d'accès pour pouvoir créer ce répertoire. Alors, maintenant on passe à un truc de script qui permet d'écrire un peu les choses un peu plus compliquées. Écrire un script qui s'appelle jeter, qui permet de manipuler une corbeille à fichiers, c'est-à-dire un répertoire qui est nommé corbeille et situé dans votre racine. La commande accepte les options suivantes. Jeter -L pour lister le contenu de la poubelle. Ça veut dire que quand tu appelles le script jeter avec l'option -L, il va t'afficher qu'est-ce qu'il y a dans, ça veut dire que tu vas jeter un coup d'œil dans la corbeille. Si tu mets jeter -T, il va te donner la taille de la poubelle, c'est-à-dire quelle est la taille de cette poubelle. Jeter -S, c'est avec fichier et chemin. Ça veut dire quoi? C'est pour sortir le fichier qui porte le nom fichier, puisqu'ici, jeter -S, fichier, chemin. Donc ça, c'est la syntaxe d'appel. Donc tu appelles avec le nom du script, l'option -S, le premier argument c'est fichier, le deuxième argument c'est un chemin. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire sortir le fichier de cette corbeille et il va le mettre dans le répertoire qui est donné par chemin. Ensuite, il y a jeter -V, c'est pour vider la corbeille. Je veux dire, ça te permettra de supprimer effectivement tout ce qu'il y a dans la corbeille. Et tu as aussi jeté fichier 1, fichier 2, etc. C'est pour déplacer les fichiers considérés vers cette corbeille ou cette poubelle. Donc ça veut dire que tu donnes un argument à la suite de fichiers, donc tu vas prendre tous ces fichiers-là, tu vas les mettre dans la corbeille. Donc ça, c'est pour ce script qui permet de manipuler une poubelle ou une corbeille. Et selon le cas, tu peux l'utiliser en fonction des options. Ça veut dire qu'il faut écrire le code à chaque type d'option. Ça permettra effectivement d'avoir les différents cas de figure. Et donc ça veut dire que vous devez écrire un script. Ce script, comme vous le voyez ici, donc si vous remarquez dans tous les scripts, jeter -L, jeter -T, jeter -S, jeter -V, ou bien jeter fichier 1, fichier 2, etc. Donc vous pouvez analyser un peu ce script. Ça veut dire que pour tous les cas possibles, vous avez au moins un argument qui est donné au script. Ça veut dire que le script, vous ne pouvez pas l'appeler sans argument. Ce qui voudra dire que si vous appelez le script avec 0 argument, là, il s'agit d'une erreur. Si vous l'appelez avec 1 ou plus, donc ça, c'est possible de le faire. Et naturellement, si vous l'appelez avec un argument, vous savez, vous devez tester cet argument. Est-ce que c'est l'argument, c'est L ou V ou bien T, etc. Donc, tout dépend de l'argument. Donc, ça vous permettra de faire un traitement qui est spécifique. Donc, en analysant je dirais le texte, vous pouvez automatiquement manipuler les différents cas possibles en utilisant les tests qu'il faut. Donc, vous avez ici plusieurs cas qui peuvent être traités. Donc,
Ça veut dire qu'on est dans l'usage de la structure de contrôle qu'on a définie dans le cours qui s'appelle case. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'utiliser le case qui permet de sélectionner le cas d'invocation de votre script. Et donc, en fonction de l'argument, il y a un traitement à faire et ça permettra de manipuler les arguments qui sont donnés en fonction de l'option qui a été choisie. Alors, j'attends vos réponses et vos propositions je dirais, de solutions par rapport à ce script qui permet... Monsieur, نديرو له مع كاع كامل read am ce sera la commande اللي حيدخلها l'utilisateur. Comment? نديرو له monsieur lire, il va lire par exemple dès la commande par exemple. Il ne va pas lire. Ça, tu as un script. Le script, l'utilisateur. il n'y a pas de la commande, non? Non, il n'y a pas de lecture. Le script, tu l'appelles avec des arguments. Les arguments, ils vont être pris et ils vont être traités. C'est ce qu'on a montré dans le cours, que le script, tu peux toujours l'utiliser et il va avoir ces arguments qui sont utilisés. On a vu que dans le cours, qu'il y avait des variables qui étaient prédéfinies qui permettent de contenir les arguments. Donc, tu as $dièse qui va contenir le nombre d'arguments d'appel du script. Tu as $1 qui contient le premier argument, $2 qui contient le deuxième argument, et ainsi de suite. Et donc là, tu as la possibilité de manipuler tous les arguments grâce aux variables prédéfinies du shell. Et donc, automatiquement, ça veut dire que quand tu écris ton shell, tu dois automatiquement utiliser ces variables qui sont prédéfinies. De Bob, si tu ne connais pas $0, $1, etc., je te conseille d'aller voir ton cours, parce que tout est expliqué dans le cours. Non, monsieur, je croyais que nous créions le script à zéro, nous faisons tout. Par exemple, l'utilisateur va mettre une commande, après la commande, il met la commande, il va faire entrer la commande. La commande créera le texte ici. Donc, dans le texte ici, regarde, la commande, elle s'écrit de cette manière-là. Jeter moins L. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument. Le seul argument, c'est moins L. Sa signification, c'est quoi? C'est lister le contenu de cette poubelle. Jeter moins T, ça permet de donner la taille de cette poubelle. Si tu mets jeter moins S ici, regarde, il y a un argument, deux arguments, trois arguments. Donc, si c'est jeter moins S fichier chemin, ça consiste à prendre ce fichier-là et le mettre dans ce chemin qui est défini comme argument. Et ainsi de suite. Donc, jeter moins V, il n'y a pas d'argument. Le seul argument, c'est moins V. Donc, c'est moins V qui va être utilisé pour pouvoir réaliser l'action. Et donc, à chaque fois, tu analyses les arguments d'appel de la commande. C'est typiquement la même chose que les fonctions. C'est le même principe. C'est un script qui est appelé avec des arguments. C'est automatiquement ton programme, qu'est-ce qu'il fait, ton script? Il va analyser son contenu, il va analyser quels sont les arguments qui sont donnés, et ensuite, il va faire le traitement nécessaire. Et donc, ça permettra de décrire... Non, on n'a pas besoin d'écrire, Baraka, on n'a pas besoin d'écrire une fonction, on a besoin d'écrire le code de la fonction, le code du script. Ça veut dire, on avait dit un script, c'est quoi? C'est un fichier qui contient des commandes. Ça veut dire que là, tu dois écrire un script qui permet effectivement de réaliser la commande en question. Donc, dans ce script, on a montré que le script, c'est quoi? C'est une suite de commandes. Donc, tu dois écrire ça. Ça veut dire que le script jeter, c'est quoi? C'est un fichier que tu peux appeler jeter. Et à l'intérieur, tu dois avoir un ensemble de commandes qui vont faire le boulot. Le boulot, c'est quoi? C'est en fonction du texte qui est donné ici. Donc, ce texte, il te dit pour chaque cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça veut dire que je dois analyser les arguments de jeter. Par exemple, je peux analyser le cas particulier. Le premier cas particulier qui est simple, c'est quoi? C'est de dire tout simplement, la première commande, je vais faire un test. Si dièse, $dièse est égal à 0, je dis, je vais imprimer echo
mauvais usage du script. Pourquoi? Parce que le script a besoin d'au moins un argument. Donc, si vous voyez ici dans le texte, c'est que tous les appels, il y a au moins un argument. Ça veut dire que si j'ai 0 argument, automatiquement, j'ai mal utilisé ce script. Et donc, ce script, je ne peux pas l'utiliser. Donc, automatiquement, ça, c'est ce qui permet de montrer que, effectivement, je dois alerter l'utilisateur en lui disant, attention, on n'utilise pas le script de cette manière-là. Et ça veut dire qu'il faut au moins qu'il y ait un argument. Maintenant, quand il y a un argument, je dois définir lequel. Est-ce que c'est l'argument moins L? Est-ce que c'est l'argument moins T? Est-ce que c'est l'argument moins S? Est-ce que c'est l'argument moins V? Ou bien l'argument, c'est le dernier cas, c'est-à-dire un nom de fichier. Et donc là, automatiquement, je suis obligé d'analyser tous les cas. On a vu dans le cours que un moyen d'analyser les différents cas, c'est d'utiliser le case. Donc, le case qui permet d'analyser pour dire est-ce que c'est ce premier cas, c'est ce deuxième cas, c'est ce troisième cas, etc. Donc, en fonction du cas, je dois écrire quelle est l'action que je dois faire. Par exemple, ici, dans la première, c'est si c'est le cas de moins L, ça veut dire que tout simplement, je vais lister le contenu de la poubelle. Donc, le contenu de la poubelle, automatiquement, il suffit de faire la commande, d'exécuter la commande ls et avec le truc de poubelle, donc ce qui permettra de m'afficher le contenu de la poubelle. Donc, ce qui est très simple, c'est l'usage du premier cas qui est de lister le contenu de cette poubelle. Maintenant, les autres cas, il faudrait au fur et à mesure analyser le cas et écrire les commandes appropriées pour définir ce cas en question. Alors, bien entendu, on commence par définir le shell qui est en question. On utilise le shell de base. Alors, ensuite, je dois écrire pour donner les cas particuliers. Ça veut dire que vous avez le cas où le nombre d'arguments est nul. Donc là, ça veut dire que tu es obligé d'informer l'utilisateur que tu es dans le mauvais usage de la commande. Et là, tu lui rappelles quelles sont les possibilités offertes. Donc ici, on affiche le nom de la commande parce que, rappelez-vous, le nom de la commande, il est dans $0. Et par la suite, les options, c'est quoi? C'est moins L, moins S, moins T, moins V. Donc ça, c'est les options possibles d'écriture, suivies, bien entendu, de nom de fichier qui est derrière. C'est comme ça qu'on écrit la commande. Donc ça, c'est pour le premier cas. Donc, en général, c'est ce qu'on fait dans tous les scripts, c'est d'analyser le cas d'erreur pour informer l'utilisateur que tu as mal utilisé la commande ou bien le script en question. Maintenant, quand on passe bien entendu, vous avez le exit qui permet de dire je vais sortir de ce script parce que c'est un mauvais usage, donc je ne peux rien faire par la suite. Et là, ça, ce qui est le délimiteur du if, donc c'est la fin. Et donc, si je rentre dans ce if, la condition est vraie, automatiquement, c'est une sortie automatique du script grâce à exit. Si par contre, je ne suis pas dans ce cas, je récupère le nom de ce répertoire. On avait dit que ce répertoire se trouve dans la racine. Alors, l'utilisateur, sa racine, c'est quoi? C'est son home. On sait que la variable prédéfinie concernant chaque utilisateur,
son home est défini par la variable majuscule $home. Donc, dans le texte, on me dit que cette poubelle se trouve dans la racine du répertoire de l'utilisateur. Et donc, automatiquement, je vais récupérer à partir de home et le nom qui est utilisé de corbeille ou poubelle. Donc, je récupère dans cette variable que je pourrais utiliser par la suite. Donc, ça, c'est la première étape pour récupérer cette poubelle et éventuellement l'utiliser. Naturellement, cette poubelle, donc, si vous revoyez le texte, il est clair et à chaque fois, j'avais dit qu'il faut bien lire le texte. Pourquoi? Parce qu'il contient l'ensemble des informations. Regardez ici, qui permet de manipuler une corbeille de fichiers sur une poubelle, entre parenthèses, entre tirés, un répertoire, et donc qui est nommé corbeille. Et donc celle-là, ça veut dire que si je suis dans le bon cas, donc ce premier cas, je rappelle, c'est juste le cas d'erreur, et donc il faut signaler et éviter. Et par la suite, vous avez cette corbeille qui est récupérée. Alors ici, comme il me dit dans le texte que c'est un répertoire, donc regardez ici, ça c'est if test, ça c'est l'écriture de test, on peut le mettre entre crochets ou bien écrire le mot-clé test, note -d $corbeille. Alors -d, je vous rappelle, c'est le type de fichier qui permet de dire que c'est un fichier répertoire. Et donc là, il faudrait bien que je sois dans le cas d'un répertoire, parce que si ce n'est pas un répertoire, je ne pourrais pas la manipuler selon le cas qui est défini dans le texte. Alors naturellement, si ma corbeille n'existe pas, se dire je vais la créer. Et donc ça, ce qui me permettra de manipuler justement cette poubelle. Et ça, c'est le cas particulier, dans le cas où la corbeille n'existe pas, parce qu'il me dit que la corbeille existe dans la racine, donc si elle n'existe pas, automatiquement, je vais la créer. Et par la suite, j'avais dit que je suis dans le cas de traitement de plusieurs cas possibles. Donc, ces cas possibles, comment je les traite? Je les traite grâce au case qu'on a défini dans le cours. Donc, regardez ici ce que je fais, case $1 in. Et donc là, le $1, je rappelle, c'est quoi le $1? Le $1, c'est le premier argument qui a été fourni à la commande. Et donc, si ce premier élément, donc je mets -L, ça permet de dire quoi? Ça veut dire que si le premier argument, c'est -L, c'est-à-dire l'option -L. Alors, qu'est-ce que je mets? Je mets $, à vrai dire, $, là j'ai oublié, j'ai fait un petit oubli, c'est ls, j'exécute ls $corbeille, donc ce qui permettra d'avoir le contenu de corbeille. Donc je mets ici juste le message, $corbeille, pour me donner juste le nom, 2 points. Et là, il va m'afficher ls $corbeille, ça veut dire qu'il va m'afficher la liste des fichiers qui sont contenus dans la corbeille. Et donc ça, c'est pour montrer le premier cas qui est utilisé. Ce premier cas, c'est quoi? C'est le cas où je veux lister le contenu de corbeille. Donc voici comment je fais les choses. Donc, j'imprime et regardez, n'oubliez pas, c'est 2 points virgule. On avait dit que ça, ce qui permettra de mettre fin au premier cas. Donc là, ce qui permet de délimiteur. Et à chaque fois, j'exécute les commandes pour sortir du cas. Il suffit de mettre le double. Alors, dans le cas second, c'est-à-dire je veux avoir le cas de -S. Donc, si je veux, pour revenir un peu au texte et vous montrer l'usage, regardez, si je suis dans ce cas, jeter -S fichier chemin. Alors, si je suis dans ce cas,
Ça veut dire, je vais prendre un argument. Donc, ici, voici ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre ce fichier et je vais l'enlever de la corbeille et je vais le mettre dans un chemin qui est spécifié. Alors ici, j'ai mis un shift. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le shift, ça sert à quoi? Ça permettra effectivement de faire récupérer, faire un décalage entre les liaisons, entre les variables et les variables prédéfinies. Donc, j'aurai $1 qui va spécifier le nom de fichier automatiquement. Donc, qu'est-ce que je fais? Faire sortir le fichier. Donc, ce qui va me faire... Donc, quand j'ai fait Shift, ce qu'il y avait, il y avait -s, il y avait fichier et chemin. Ça veut dire que les deux arguments qui sont donnés. Alors, ces arguments, ils sont donnés aussi dans $étoile ou bien $arrobasque. C'est la même chose, ça permettra de récupérer toutes les données. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un move, et là, je mets $corbeille $0. Et donc, automatiquement, ça va me récupérer les fichiers. Et donc, ça me donne les fichiers qui sont donnés, c'est-à-dire le fichier et le chemin qui est spécifié. Et donc, ce qui est le cas de move, parce que move utilise deux arguments. Donc, vous avez la source et la cible. La source, c'est le fichier que vous devez faire lui appliquer le move. Et la deuxième, c'est la cible vers quel endroit vous allez l'envoyer. Et donc, ce qui me permettra de répondre à ma question qui permet de... là, je l'écris sous cette forme la plus concise. Je pouvais le faire sous une autre forme plus simple pour dire move $1, ensuite $2. Et donc là, ça me répond aussi à la question pour dire, là, je l'ai donné directement avec un seul élément qui est je dirais, le contenu direct, comme je peux faire move $1 suivi de $2, donc ce qui donnera la réponse. Si par contre, je demande le -t, le -t, c'est quoi? C'est de donner la taille de la corbeille. Donc là, pour donner la taille de la corbeille, voici la réponse, c'est DU. Donc c'est la commande DU que j'ai donnée déjà dans le cours, -SK, $corbeille. Donc -S qui donne la taille, size, K qui permet de donner ça en kilo-octets. Et donc, le répertoire qui est donné par $corbeille, ça nous donne la taille de cette corbeille qui va être affichée. Si c'est V, ça veut dire que l'option V, ça veut dire que tout simplement c'est vider la corbeille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer tout le contenu de la corbeille. Et donc, ça, il suffit d'écrire RM -R, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, c'est récursif. Et donc, ça permettra de supprimer l'ensemble du contenu, même s'il y a des sous-répertoires à l'intérieur, je vais les éliminer d'une manière récursive. Alors, ensuite, dans étoile, étoile, c'est quoi? Ça veut dire c'est ni le premier cas, ni le deuxième, ni le troisième, etc. C'est le dernier cas. Donc, dans notre cas, c'est quoi? Le dernier cas, ça consiste à avoir une suite de fichiers que je dois mettre dans la corbeille. Donc, la suite de fichiers, c'est quoi? C'est, je mets $arrobasque ou bien $étoile, c'est la même chose qui permet de contenir l'ensemble des arguments. Et donc, ici, ça permettra de prendre l'ensemble des arguments et donc, je fais un move de chaque argument vers la destination qui est corbeille. Donc, automatiquement, ça répond à ma question qui consiste à dire, tiens, je vais transférer l'ensemble des fichiers qui sont donnés en argument. Donc, ces arguments, grâce à $arrobasque ou bien $étoile, je les récupère et je les mets dans la destination qui est $corbeille, qui nous donne la poubelle en question. Et donc, à travers ça, j'ai répondu à toutes les questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un script,
Donc, j'analyse ce script pour, en général, bon, en premier lieu, on donne le cas particulier. Donc, j'analyse le cas particulier pour dire, surtout, en général, il s'agit de cas d'erreur pour dire qu'il y a un mauvais usage du script. Donc, si c'est le cas, j'imprime un message et je sors carrément du script avec exit. Si ce n'est pas le cas, je vais analyser les situations. En général, un script a plusieurs cas d'usage. Donc, je teste chaque cas. Souvent, quand il y a plusieurs cas, il est recommandé d'utiliser le case pour analyser les différents cas de figure. Et chaque cas de figure, automatiquement, on va faire le traitement associé à ce cas. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. On a analysé les différents cas. Chaque cas, il y a un traitement à faire, c'est-à-dire il y a des commandes que je vais exécuter. Et bien entendu, il y a les cas précis, il y a le cas par défaut. Donc ici, dans notre cas, si ce n'est pas le premier cas, le deuxième, ça va être le dernier cas. Donc le dernier cas, en général, on met étoile, ce qui veut dire que c'est le cas par défaut. Et ainsi est donnée la solution de cet exercice. Bon, on continue notre série. Alors, l'exercice suivant. Donc, ça va être toujours un script shell. Donc, Pardon, monsieur. comment? Oui. J'ai pas bien compris le deuxième exercice. Comment? J'ai pas bien compris la première partie du deuxième exercice. Le deuxième exercice, j'avais dit qu'il faut analyser le cas particulier. Ça veut dire qu'il s'agit des cas d'erreur qu'il faut éliminer. Parce que si tu appelles le script sans argument, tu ne peux rien faire. Parce que dans le texte, il y a toujours des arguments. Donc, s'il n'y a pas d'argument, c'est un cas d'erreur. Donc, il va falloir éliminer. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le test qui permet d'éliminer le cas d'erreur. Donc, si le script est appelé correctement, là, on va analyser les différents cas de figure. Donc, on a vu que le script, d'après le texte, il y a plusieurs options qui sont utilisées. Et donc, il faut analyser le premier argument pour dire est-ce qu'il s'agit du premier cas, du deuxième cas, troisième cas, etc., etc. Et donc là, en fonction du cas, je dois faire le traitement approprié. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on a analysé les différents cas de figure. À chaque cas de figure, on présente la solution appropriée. Alors maintenant, le script suivant, c'est calculer la somme des arguments et produit le résultat suivant. Ça veut dire que là, on vous donne comment il fait les choses. Donc, le script, il s'appelle somme. Donc, si vous lui donnez somme 1, 2, 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire la somme de 1, 2 et 3. Et donc là, la somme, il doit nous répondre avec le nombre d'arguments, c'est 3, puisqu'on a utilisé 3 arguments, et la somme, elle est 6. Et donc, ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure pour montrer que le script n'a pas un nombre, je dirais, fixé d'arguments. Regardez ce qu'on fait ici. C'est là, je l'ai appelé avec 3 arguments. Ici, par contre, je l'ai appelé avec 10 arguments. Donc, la réponse, c'est quoi? La somme des 10 nombres, puisqu'il y en a 10, c'est 55. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous donner le nombre d'arguments qui lui a été fourni. Ensuite, comme résultat, il nous donne la somme de tous ces arguments qui ont été fournis. Et donc, vous êtes obligé d'écrire ce script qu'on appelle somme et qui permet d'analyser les différentes situations. Donc là, les arguments ici, il faudrait avoir un certain nombre d'arguments. Ici, on peut traiter le cas particulier, c'est-à-dire s'il y a 0 argument, ça, on peut dire directement la solution, c'est 0 argument, donc la somme, c'est 0. Donc, ça considère que la somme, elle est nulle a priori. Mais si les arguments sont différents, donc ça veut dire que d'un cas à un autre, il faudrait
avoir ces différentes, ce nombre de valeurs, et ensuite faire cette somme de toutes les valeurs pour avoir la somme finale. Et donc, ça, c'est le problème de somme. Ça veut dire si on veut faire la sommation, au départ, on considère que la somme, c'est 0. Pourquoi? Parce que mathématiquement, 0 est considéré comme l'élément neutre. Ça veut dire que vous rajoutez à n'importe quelle somme, ça n'a pas d'influence. Et donc, au départ, on a la somme qui peut être prédéfinie comme étant égale à 0. Et ensuite, à chaque fois qu'on a des arguments, on va faire le cumul des sommes de ces arguments. Un à un, naturellement, on ne peut pas les faire en bloc directement, mais on va le faire d'une manière incrémentale. À chaque fois, on augmente avec la valeur du prochain argument, et ainsi de suite, jusqu'à épuiser l'ensemble des arguments. Oui. Oui, la réponse, ça vient de Riyad, qui nous donne une réponse correcte, puisque la somme est considérée comme étant nulle au départ. Ensuite, ça veut dire je vais prendre, il a utilisé la boucle for, donc c'est possible de le faire, donc for i in dollar étoile. Donc là, le dollar étoile, ça c'est ce qui permet d'avoir l'ensemble des valeurs, ça veut dire il va puiser i dans la liste des arguments. Donc il va prendre une fois le premier argument, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, etc. jusqu'au dernier. Sauf que au niveau de la somme, tu t'es trompé un peu. On n'écrit pas d'une manière algorithmique simple. Hein. Tu écris somme égale à dollar somme. On a utilisé le symbole dollar et ensuite il faut exprimer aussi que ça c'est un calcul. Donc si tu te rappelles, à la dernière séance, on avait donné la commande qui permet de le faire, c'est EXPR pour dire qu'il s'agit d'une expression arithmétique, donc ce qui permettra d'évaluer, de dire au shell, tiens, il faut évaluer ça, et ensuite le résultat, je le récupère, je le mets dans la valeur, dans la variable somme. Et à la fin, je dois... je ne fais pas écho $i, mais je fais plutôt écho $somme, parce que là, j'imprime la somme. Donc, si tu veux être très précis par rapport au texte, le texte, il doit imprimer ce message. La somme des, le nombre qui est donné, et tu donnes le résultat. Donc, on doit donner... la réponse sous la forme qui est donnée par le texte, c'est-à-dire qu'il faut respecter le texte pour avoir le même message qui est sollicité dans l'énoncé pour avoir on sait dans la boucle on sait où s'arrêter, parce que ici votre camarade il a utilisé in dollar étoile. Dollar étoile, c'est quoi? C'est la liste des arguments. Ça, c'est une manière de le faire. Donc, tu peux utiliser ce mécanisme parce que dollar étoile contient l'ensemble des arguments. Et donc, quand tu dis for i in dollar étoile, ça veut dire que le shell, il va prendre la première valeur, il va l'utiliser. Ensuite, il va prendre la deuxième valeur, il va l'utiliser, et ainsi de suite. Ça, c'est un moyen de le faire. Je peux utiliser une boucle plus ou moins explicite. Je peux dire, par exemple, for i in, par exemple, je peux utiliser la séquence, par exemple, ou bien je peux dire la boucle while $i inférieur ou égal à $dièse. $dièse, c'est le nombre d'arguments. Parce que ce nombre d'arguments, à chaque fois qu'on appelle la commande, on sait quel est le nombre d'arguments par lequel on a appelé la commande. Donc, je peux utiliser aussi, parce qu'il n'y a pas une solution unique, hein, il y a plusieurs solutions qui peuvent être développées. Donc, on peut avoir la solution, par exemple,
d'usage de $, donc tu peux utiliser une boucle while qui permet de tester. Le test d'arrêt, c'est quoi? C'est quand i dépasse le $, ça veut dire que tu as dépassé le nombre d'arguments, donc automatiquement tu t'arrêtes, ce qui est logique. Et donc, il y a plusieurs moyens d'écrire la solution, sauf qu'il faut écrire des solutions qui sont correctes, c'est-à-dire respecter les différents arguments qui sont utilisés, ne pas dépasser le nombre d'arguments qui est utilisé, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, le test d'arrêt doit être écrit d'une manière très précise pour éviter des situations, je dirais, de conflit. Alors, la solution qu'on peut écrire, une des solutions, parce qu'il y en a plusieurs, donc automatiquement, je prends la somme égale à 0, c'est ce que j'ai expliqué automatiquement. Alors, là, j'ai écrit la somme de $, donc je sais que $, reflète la somme, le nombre d'arguments avec qui on a appelé cette fonction. Et donc, je peux écrire ce message et vous remarquez que j'ai utilisé -n. Alors, je rappelle, -n, c'est quoi? C'est d'écrire un message sans retour chariot, c'est-à-dire que le curseur reste juste à la fin du message. Alors, ce message, il est écrit. Ensuite, je vais le compléter par la suite, juste avec la somme que je vais calculer. Alors, ici, je vais utiliser $1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que $1 existe. Alors, $1, c'est quoi? C'est le premier argument. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent être correctes et qui peuvent être utilisées. Alors, je vais utiliser while $1, ça veut dire tant qu'il y a $1, c'est une valeur. D'où je vais exprimer somme égale à quoi? Donc, entre apostrophe inversé, je vous rappelle que c'était pour dire j'exécute la commande, c'est ça ce que ça veut dire l'apostrophe inversé. Donc, quand il y a entre deux apostrophes inversés, il faut exécuter cette commande. Cette commande, c'est quoi? C'est EXPR. EXPR, j'avais dit que ça, c'est pour montrer au shell qu'il s'agit d'une opération arithmétique. Et donc, effectivement, ici, c'est une opération arithmétique. C'est $somme, ça veut dire que la somme partielle que j'ai, plus $1. Ça veut dire que je vais accumuler $1 par rapport à la somme. Au départ, c'est somme égale à 0. Ça veut dire pour la première itération, je vais prendre $1 qui est le premier argument, donc je vais le mettre dans somme. Donc, ce qui me donnera la somme partielle avec un seul argument. Ensuite, remarquez ici que j'ai utilisé une astuce d'usage. J'ai utilisé Shift. Rappelez-vous, Shift, c'est quoi? C'est si vous avez des arguments, par exemple 4, donc premier argument, deuxième argument, troisième, quatrième. Donc, $1, c'est le premier argument. Ensuite, quand vous mettez Shift, ça fait quoi? Shift, j'avais dit que ça fait un décalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la liste d'arguments, maintenant, $1 ne pointe pas sur le premier argument d'appel. Elle va pointer sur le deuxième argument. Pourquoi? Parce que ça a fait un décalage. Rappelez-vous le cours. Donc, dans le cours, j'ai dit le shift, ça fait un décalage. Et donc, shift 1, il va pointer sur quoi? Il va pointer sur le deuxième argument. Et donc, là, je mets done, ça veut dire quoi? Ça veut dire je retourne à la boucle, je vais tester encore. Donc, s'il y a le deuxième argument, s'il y a toujours le premier argument, ça c'est quoi? C'est la liste. J'enlève le premier argument, donc il me restera 3. Donc, $1 existe toujours. Je vais l'utiliser. Ensuite, je fais un shift. Je vais avoir uniquement 2. Je vais l'utiliser. Ensuite, je vais faire un shift. Il restera juste 1, le dernier. Donc, je vais l'utiliser. Ensuite, quand je fais shift, la liste, elle sera vide. Et donc, quand je reviens à while $1, ça n'existe pas. Pour me dire que la condition n'est plus vérifiée parce qu'il n'y a plus d'arguments. Parce que tous les arguments ont été consommés grâce à cette technique de shift qui permet de faire un balayage pour arriver à la suite. Oui, on me demande si on peut utiliser $arrobasque. Oui, on peut l'utiliser arrobasque. On peut utiliser arrobasque. Au lieu d'utiliser le while, tu utilises une boucle for pour dire in
dollar arrobasque. Et là, c'est aussi, ça fait le même effet. Donc ici, c'était une technique pour vous montrer un peu le shift qui est utilisé. Et j'utilise à chaque fois le même argument. Pourquoi? Parce que dans cette expression de sommation, je dois écrire un argument. Donc pour garder toujours le même, $1, grâce à shift, je peux utiliser cette technique et ça me permettra de faire le travail nécessaire. Une fois que je suis sorti de cette boucle, ça veut dire que je vais imprimer somme. Donc, regardez, la somme, elle sera imprimée où? Elle sera imprimée juste après le message que j'ai imprimé au départ, puisque j'ai donné la somme le nombre qui sont donnés et donc je donne la somme. Et donc, automatiquement, ça me permet de répondre à la question qui consiste à faire la sommation des arguments qui ont été fournis en script. Donc là, a priori, je ne connais pas le nombre, mais ce nombre, au moment de l'exécution, je peux le savoir. Pourquoi? Parce que le shell, il fait une association entre les variables prédéfinies, c'est-à-dire dollar arrobasque, dollar étoile, ou bien $1, $2, $3, etc. Donc, il fait cette correspondance automatique et dans $dièse, il te donne quel est le nombre d'arguments qui a été fourni. Donc, il suffit de récupérer juste le $dièse, ce qui me donne le nombre d'arguments qui a été fourni à mon script et qui permet de le réaliser. Et donc, ça, c'est la réponse à notre exercice grâce à ce script qui permet, je dirais, de répondre aux besoins. Alors, l'exercice suivant, oui. J'ai pas bien compris l'histoire des arguments, les dollars, étoiles, etc. En plus de ça, on n'a pas encore fait ça au TP. Alors, j'arrive pas à imaginer comment ça se passe exactement. Cours, hein? Oui, mais j'ai pas bien compris. J'arrive pas à imaginer comment ça marche exactement. Ben, comment ça marche? J'ai dit que dès qu'il y a un script, tu appelles le script avec son nom et les arguments. Le shell, qu'est-ce qu'il fait? Parce que toi, dès que tu écris le nom de la commande ou le nom du shell, suivi des arguments, tu appuies sur Return. Dès que tu appuies sur Return, ça veut dire qu'il va prendre lui tout ça, il va analyser pour dire ça c'est le nom du script. Ensuite, le premier argument, il va le mettre dans $1. Le deuxième argument, il va le mettre dans $2 et ainsi de suite. Et ensuite, tous les arguments, il va les mettre dans $étoile ou bien dollar arrobasque, ce qui permet de représenter l'ensemble des arguments. Et enfin, $dièse, parce que là, il a eu une idée sur tous les arguments, donc il les comptabilise. Donc, ce nombre-là, il sera mis dans $dièse, et donc automatiquement, $dièse va contenir le nombre d'arguments. Et ça, on peut les utiliser au niveau du script. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'exécuter le script. Ça veut dire qu'on connaît déjà les arguments d'appel, on connaît le nombre, et donc c'est ce qui nous permet d'utiliser, d'avoir cette liaison avec toutes les variables prédéfinies du shell. Alors, on passe à l'exercice suivant. Ça, par rapport à Cron-Tab, rappelez-vous, c'est là par rapport aux planifications des tâches. Alors, on vous dit que vous avez l'utilisateur Toto, ajoute toutes les 5 minutes un message bonjour suivi de la date dans le fichier tmpbonjour.txt. Et donc, comment cet utilisateur arrive à réaliser cette action. Donc, cette action-là, ce qui consiste à une planification de tâches. Dans ce cas, c'est quoi? C'est juste un message qui est fourni et qui va être stocké dans le fichier qui est décrit par son nom. C'est /temp /bonjour.txt. Et donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour réaliser cette tâche? Si c'était pour des processus qui étaient connectés entre 9h et 17h, chaque quart d'heure, donc c'est pour ça qu'il y a étoile /15. Ensuite, c'est toujours par rapport au jour ouvrable. Donc, la commande, c'est quoi? C'est pour trouver les gens qui sont connectés, c'est who. Who, ça permettra de donner l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés. Et donc, automatiquement, ça nous permettra de réfléchir à la solution qui doit être sous cette forme-là. Alors, un dernier exercice, concaténation.
de fichiers, de deux fichiers, plus le tri. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est d'écrire un script qui permet de concaténer deux fichiers et de le mettre dans un troisième, et avec un truc supplémentaire qui affiche le nombre total de lignes. Donc, les noms des trois fichiers doivent être passés en paramètres. Ça veut dire que ici, ce que vous avez l'usage du script, c'est un script qui attend trois paramètres. Donc, fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il va concaténer fichier 1 et fichier 2, il va les mettre dans fichier 3, et qui donne le nombre total de lignes qui a été concaténé pour avoir le résultat final. Et donc, vous voyez ici que le premier cas particulier à traiter, c'est quoi? C'est si le nombre d'arguments n'est pas égal à 3, ça veut dire qu'il s'agit d'une erreur. Donc, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 3 fichiers. Et donc, automatiquement, vous êtes obligé de tester le nombre d'arguments qui doit être égal dès le départ à 3. Et bien entendu, les noms des 3 fichiers doivent être passés en argument. Là, il faudrait aussi tester les fichiers. Il faudrait que les 3 soient des fichiers, pas des répertoires, parce que vous n'allez pas concaténer des répertoires, vous allez concaténer le fichier qui est le contenu de ces éléments-là. Et donc, oui, concaténer, ça veut dire mettre un à la suite de l'autre. C'est-à-dire, tu prends le contenu du premier, tu prends le contenu du deuxième, et ça va te faire un nouveau contenu qui sera mis dans le fichier 3. Et donc, le contenu du fichier 1, tu prends le contenu du fichier 2, ça veut dire concaténer, ça veut dire mettre en juxtaposition, c'est-à-dire mettre l'un à côté de l'autre. Donc, tu prends le contenu de fichier 1, tu mets le contenu du fichier 2 juste derrière, et donc le tout va former le fichier 3. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, il y a deux tranches. Donc, vous avez le premier. Ensuite, quand on vous dit modifier le script précédent pour demander à l'utilisateur de saisir au clavier le ou les noms des fichiers qu'il aurait obligé d'indiquer en lançant le script. Ça veut dire que là, dans le premier cas, si le nombre est différent de 3, il s'agit d'une erreur. Par contre, dans le deuxième, c'est quoi? Par exemple, s'il a mis uniquement un fichier ou deux fichiers, donc vous pouvez, c'est-à-dire alerter l'utilisateur en lui disant attention, on a besoin de 3 arguments. Ça veut dire que s'il manque un ou deux arguments, vous lui dites qu'il manque un ou deux arguments et donc il va falloir les mettre derrière pour pouvoir réaliser je dirais, script tel qu'il est demandé. Donc ici, on a deux étapes. Vous avez la première étape, ça consiste à faire juste la concaténation et le tri. Pour le deuxième, ça permettra de se rattraper au cas où l'argument oublie de fournir le nombre exact d'arguments. Alors, je vais vous donner la solution du premier. Donc, j'avais dit toujours que les arguments sont récupérés dans les variables prédéfinies, bon, ce qui est le cas pour tous les scripts. Donc, automatiquement, une fois qu'on les a récupérés, donc ici, j'ai pris le cas le plus simple sans faire les tests, alors que si on veut être très précis, il faut faire les tests sur les différents arguments pour dire qu'il s'agit bien de fichiers, parce que sinon, cat risque de ne pas fonctionner. Imaginez que le $2, c'est un répertoire. Donc, cat ne sait pas faire cat $1 avec $2. Donc là, j'ai omis les trucs pour donner juste l'essentiel de la réponse, mais si on veut être très précis, il faut tester le type de chaque argument. Donc ici, la concaténation, c'est, rappelez-vous, c'est le cat. Le cat, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche le premier. Ensuite, si je donne plusieurs arguments, ça affiche le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc ici, j'ai deux. Donc il va afficher le premier, il va afficher le deuxième. Donc ça, c'est la suite. Donc cette suite-là, regardez ce qu'on a utilisé ici, on a utilisé le pipe. Rappelez-vous, le pipe, c'est quoi? Le résultat d'une commande va être considéré comme l'argument de la commande suivante. Alors ici, j'ai le contenu du premier. Donc le contenu du premier suivi du contenu du deuxième, ça va être l'argument de sorte. Et donc ça,
Sort, ça permet de faire trier. Et donc, il va me trier le contenu de fichier 1 et de fichier 2. Et il va le mettre, le résultat, grâce à supérieur, il va le mettre dans $3. Et donc, c'est comme ça que je récupère le premier et je récupère le contenu du premier et du deuxième, je les trie. Et ensuite, grâce à ces redirections qu'on a vues dans le cours, ça c'est le pipe donc, qui permet de dire que le résultat de la première commande est fourni comme un argument de la deuxième commande. Et ensuite, ça, ce qui permet de dire que le résultat sera fourni vers cette destination. Pardon. Oui. Alors, les arguments, c'est par exemple, qui maintenant pour le fichier 1, fichier 2, fichier 3, c'est ça? Ouais. Alors, tout simplement, les arguments vont remplacer des fichiers, ou là, c'est ça? Ben, les $1, c'est les variables qui vont remplacer les fichiers. Parce que là, quand on programme, en général, on programme avec des variables. Ici, dans le shell, tu as des variables prédéfinies qui sont données automatiquement. Et donc, quand tu appelles ton script avec les arguments fichier 1, fichier 2, ben, fichier 1, il sera dans $1, fichier 2, il sera dans $2. C'est comme ça que les choses se passent telles que je l'ai dit dans le cours. Alors, ensuite, ce qui me manque, il nous manque la dernière, je dirais, partie, c'est de dire je récupère le nombre de lignes. Donc, une fois que j'ai récupéré la concaténation qui est dans $3, l'idée, c'est de faire juste la commande $3, 4 $3, et ça permettra effectivement, regardez, donc j'ai mis 7 NBLI, nombre de lignes, égal, donc ça, ce qui permet de faire cette affectation. Regardez, ça, c'est les cotes inversées, pour dire j'exécute ça. Exécuter ça, ça veut dire afficher le contenu de $3, sauf que l'affichage ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que le résultat, il ne sera pas fourni à l'écran, mais il sera fourni à cette commande. Je vous rappelle, commande WC, c'est le word count avec l'option "-l" qui permet de compter le nombre de lignes. Et donc, j'aurai le nombre de lignes dans cette variable NB ligne. Il suffit juste d'imprimer cette valeur. Donc, je dirais echo, le fichier $3 contient $NB ligne. Et donc là, ce qui me donne les résultats recherche.